Aujourd'hui, Trax East met le cap à l'ouest pour ressentir la fièvre électorale américaine et découvrir ce que les Russes pensent vraiment de ce scrutin. Je suis Jean-Michel Sherbak, journaliste. Je viens de Russie, que j'ai quitté au 3e jour de la guerre. Actuellement, je vis à New York. Je suis Masha Borzunova, votre agent de l'étranger selon les autorités russes. Pour cette émission, Jean-Michel et moi avons décidé de nous partager le travail. Il est allé mener l'enquête dans un État républicain et moi dans un État démocrate. En examinant la situation à travers le prisme des migrants russophones. Me voici en Floride. C'est ici que vit Donald Trump, le candidat du Parti républicain. C'est aussi dans cet État qu'il a échappé à une présumée tentative d'assassinat. Trump a déjà remporté les élections en Floride à 2 reprises, en 2016 et 2020. L'année dernière, pour Trax East, j'ai visité l'enclave russophone de Brighton Beach à New York. Miami Beach est un peu la version riche et sexy de Brighton Beach. Alors allons voir comment ça se passe ici. Vous venez d'où? D'Odessa. Vous vivez ici depuis longtemps? Je suis arrivé en 1977. Qu'est-ce que vous pensez de la situation actuelle entre la Russie et l'Ukraine? Rien de bien, c'est même très mauvais. Je pense que la Russie n'aurait jamais dû commencer cette guerre. Cette guerre ne devrait pas avoir lieu. Exactement. Elle ne devrait pas avoir lieu. Nos nations ne devraient pas se battre entre elles. Est-ce que vous pensez que le résultat des élections américaines va influencer l'avenir de l'Ukraine? Je ne veux même pas y penser. Moi, je vais voter Trump. Et honnêtement, pour l'Ukraine, j'en sais rien. Il mettra fin à la guerre. Mais si le conflit va s'arrêter, ça, personne ne le sait. En tout cas, l'Ukraine ne doit en aucun cas tomber aux mains de la Russie. Je vote pour Trump. Et je vais vous dire une chose. Si Kamala Harris gagne cette élection, l'Amérique court à sa perte. Et les gens qui ont tout perdu vont encore une fois devoir tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qui vous plaît chez Donald Trump? Il a des couilles. Est-ce que vous suivez la campagne électorale? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en pensez? Trump va gagner en 2024, c'est aussi simple que ça. Et si vous êtes fan de Kamala Harris, c'est que vous êtes communiste, d'accord? Dans la ville de Sunny Isles Beach, en banlieue nord de Miami, les russophones sont nombreux. On entend parler russe à chaque coin de rue. Et lorsque vous demandez à ces immigrés dans quel secteur ils travaillent, vous obtiendrez quasiment toujours les 2 mêmes réponses, soit dans l'immobilier, soit dans l'industrie cosmétique. Maria Mashkin m'a permis de m'immerger dans ces 2 univers. Cette agente immobilière de luxe m'a servi de guide auprès des immigrants russophones fortunés vivant au bord de l'océan Atlantique. Un appartement comme celui-ci coûte environ 6 millions de dollars. Et pour la location, le prix varie en fonction de la saison. Mais en moyenne, il faudra débourser dans les 30 000 dollars par mois. C'est trop cool, non? Quand on possède un appartement pareil, on se dit vraiment que ça vaut la peine de travailler dans la vie. Et cette vue! Combien de personnes dans le monde peuvent se vanter d'avoir une telle vue depuis leur balcon?
C'est déjà le 4e pays dans lequel je vends des propriétés de luxe. Quand je suis arrivée ici, mon anglais était très mauvais. J'avais le niveau qu'on peut avoir en ayant été scolarisée dans une école médiocre en Sibérie. Mais après 3 ans aux États-Unis, j'ai lancé mon business. La plupart de mes clients sont russophones et vivent dans différents pays depuis le début de la guerre en Ukraine. En général, ils veulent s'installer quelque part et font une demande pour obtenir une 2e nationalité. Et où vivre si ce n'est aux États-Unis, et plus particulièrement en Floride, où la fiscalité est très avantageuse. Ici, on paye de 15 à 30% moins d'impôts que dans les États dirigés par les démocrates. Et qu'en est-il des sanctions imposées à la Russie depuis 2022 ? Cela a-t-il un impact négatif sur le secteur immobilier ? Les Russes qui vivent encore dans leur pays n'ont pas le droit d'acheter d'appartements ici. Mais ceux qui ont quitté la Russie en prenant leur distance vis-à-vis du Kremlin peuvent tout à fait acquérir des biens immobiliers aux États-Unis. Et comment le vérifier ? C'est une bonne question. Personne ne vérifie. Je ne condamne pas les personnes qui ont une villa à Miami ou sur la Côte d'Azur et qui ne peuvent pas se passer de foie gras, d'huîtres et de la soi-disant liberté de genre. La Floride est un État républicain. Oui. Et quelles sont les différences par rapport à un État démocrate ? Ici, les gens sont plutôt conservateurs. Alors, certes, il y a aussi des gay pride. J'ai moi-même participé à l'une d'entre elles et j'ai trouvé ça très cool. Mais d'un autre côté, si une fille va à l'école en portant des vêtements masculins, elle se fera rappeler à l'ordre. Une fille n'a pas eu le droit de participer à son bal de promo, par exemple, parce qu'elle était venue habillée en homme. Presque personne ne soutient Poutine ici. Mais en même temps, la quasi-totalité de la communauté russophone de Floride est favorable à Donald Trump. Et j'en suis le meilleur exemple. Moi, je vais voter pour Trump. En revanche, je suis contre la guerre, mais pour la livraison d'armes à l'Ukraine. Et je suis aussi prête à travailler encore plus dur pour créer encore plus d'entreprises. Pour être honnête, je suis complètement déconcerté par ce que me racontent les russophones de Miami. Après avoir vécu longtemps en Europe et plus d'1 an à New York, j'ai toujours pensé que les supporters de Trump étaient aussi des sympathisants de Poutine. Mais en Floride, les choses n'ont pas l'air de fonctionner de la même manière. Qu'est-ce que vous faites ici? On vit et on travaille. Vous êtes ici depuis longtemps? Depuis 2 ans. Et vous venez d'où? D'Ukraine. À votre avis, quel sera l'impact de ces élections sur l'avenir de l'Ukraine et sur la guerre? S'il est élu, on espère que Trump mettra fin à la guerre. À en croire ce que nous disent les Américains, c'est ce qui va se passer. En même temps, on a aussi très peur que notre titre de séjour ne soit pas renouvelé. Depuis 2022, de nombreux Ukrainiens sont arrivés aux États-Unis grâce au programme United for Ukraine, et ils ont obtenu un permis de travail. Aujourd'hui, nombre d'entre eux disposent d'un emploi stable, souvent dans le secteur de la beauté. Quand je dis que je viens d'Ukraine, 99% des gens essaient de me soutenir. Et c'est quelque chose qui me réconforte énormément. Je m'appelle Katia Black et je possède plusieurs salons de beauté ici, à Miami.
Quand j'habitais encore à Minsk, je travaillais en tant qu'enquêtrice judiciaire. Mais en arrivant ici, j'ai compris que je n'allais pas reprendre mes études à zéro et apprendre tout le droit pénal américain. Pour survivre, j'ai dû me mettre à la manucure. J'ai travaillé pendant 7 ans dans un institut spécialisé en French manucure. J'ai pu y développer mes compétences et surtout me familiariser avec la clientèle américaine. Et puis, après ma grossesse, j'ai décidé d'ouvrir mon propre salon de beauté. Quand on émigre dans un nouveau pays, on est à la recherche d'éléments qui nous sont familiers. Dans ce salon, la clientèle est très hétérogène. Mais je suis heureuse de pouvoir parler avec certaines clientes dans ma langue maternelle. Des personnes originaires de toute l'ancienne URSS travaillent dans mon salon. Je viens d'Ukraine. Avant, j'habitais à Kiev dans un appartement au sommet d'un immeuble de 26 étages avec une vue panoramique. On était juste à côté de l'aéroport de Borispil. Quand les premiers missiles sont tombés, je suis partie avec mon chat, mon enfant et quelques affaires. Mon mari, lui, n'a pas eu le droit de quitter le pays. Je suis partie dès le premier jour de la guerre. Que pensez-vous des termes enclave russophone ou encore migrants russophones? Je n'ai rien contre, parce qu'on utilisait déjà ces termes avant la guerre. Le mot russophone nous concerne tous, et nous sommes tous dans le même pétrin. Vous vous intéressez aux élections américaines? Il y a longtemps, lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de démocratie aux États-Unis, je m'étais dit que ce serait génial de vivre selon ces valeurs. Je trouvais ça super. J'ai même lu la Déclaration d'indépendance des États-Unis et ça m'a beaucoup plu. Mais quand je suis arrivée ici et que j'ai vu comment le Parti démocrate fonctionnait, j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Quel serait le président préféré de Jésus? Oh non, 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 non. Je ne vais pas rentrer dans ce débat. Tout ce que je peux vous dire, c'est que le seul président qui compte, c'est Jésus-Christ. J'ai quitté Manhattan pour Albany, la capitale de l'État de New York, dirigée par le Parti démocrate. Et pour commencer, je vais demander à des Américains ce qu'ils pensent des élections à venir et s'ils ont peur de l'influence russe. Kamala nous donne de l'espoir. De l'espoir en la démocratie. Et puis nous avons cet autre candidat à la présidentielle qui adore les dictateurs. C'est vraiment inquiétant. Vous parlez de Donald Trump? Oui, qui d'autre? Avez-vous entendu parler de l'influence de la Russie sur les élections américaines? Oui, mes parents en parlent souvent. Mais de toute façon, ils croient tout ce que les médias racontent. La Russie ne s'arrêtera pas. Surtout si Donald Trump est réélu, parce qu'il adore la Russie. Il adore les dictateurs. Depuis les ingérences présumées de la Russie dans l'élection de 2016, on parle d'une véritable histoire d'amour entre Trump et Poutine. Donnez-moi la preuve d'un accord secret à propos de la campagne américaine. C'est absurde. Comme le président Trump vient de le dire, nous ne nous connaissons pas personnellement. Des informations sur une potentielle ingérence russe ont refait surface en 2024. Des procureurs fédéraux ont affirmé que le Kremlin aurait diffusé sa propagande par le biais de politiciens républicains. Pas très surprenant vu le soutien de la communauté russophone au Parti républicain. À Albany, j'ai réussi à trouver l'un des rares démocrates russes de la ville. Je m'appelle Anton Koniev et je vous souhaite la bienvenue dans ma ville d'Albany. C'est ici que je travaille.
J'ai été conseiller municipal et membre du comité démocrate pendant 4 ans. J'ai émigré aux États-Unis avec ma mère en 1997. À mon arrivée, mon beau-père m'a dit « Bienvenue aux États-Unis. Ici, nous sommes des démocrates. » Et en 2001, j'ai obtenu la citoyenneté américaine. Avant, j'étais très actif au sein de la communauté russe. Je me rends encore régulièrement à l'église. Aux États-Unis, il existe plusieurs églises orthodoxes. Quant à la communauté russophone d'Albanie, elle compte environ 8000 personnes. Il y a quelques années, Anton consacrait son temps à promouvoir la culture russe auprès de sa communauté avec l'aide d'employés de l'ambassade russe. Joyeuse fête du drapeau russe. À Albanie, de nombreuses personnes encourageaient la culture russe. Et bien sûr, l'ambassade a essayé d'en tirer profit à des fins politiques. Mais je crois que partout dans le monde, tous les pays tentent d'instrumentaliser leur communauté à l'étranger pour servir leurs propres intérêts. Bonjour, chers citoyens russes. Nous sommes ravis de nous retrouver aujourd'hui dans les locaux de l'ambassade de Russie aux États-Unis. Nous voulons que nos enfants héritent des valeurs russes et qu'ils les perpétuent tout au long de leur vie. Comment votre entourage a-t-il réagi à votre changement d'opinion en 2022? Lorsque cette terrible guerre a commencé, j'ai appelé l'ambassade pour leur dire que j'étais en faveur de la paix. Je ne voulais plus rien avoir à faire avec eux parce que je ne voulais surtout pas soutenir ce conflit. Mais de toute façon, depuis quelque temps aux États-Unis, il est pratiquement impossible de communiquer avec des représentants du gouvernement russe. Dans quelles conditions l'ambassade travaille-t-elle actuellement? Y a-t-il encore un dialogue avec l'extérieur ou est-ce que vous vous êtes transformé en forteresse assiégée? C'est une bonne comparaison. L'image de la forteresse assiégée est très pertinente, car notre ambassade opère actuellement dans un environnement hostile. Je leur ai dit qu'ils allaient détruire tout ce que nous avions construit pendant si longtemps. En réalité, je suis face à un dilemme. D'un côté, je suis toujours très fier de ma culture russe. Mais de l'autre, je rejette tout ce que fait le Kremlin. Actuellement, le gouvernement russe est en train de se créer des ennemis dans le monde entier. Et je trouve ça vraiment très effrayant. La dernière fois que je suis allé en Russie, en 2021, j'ai revu ma grand-mère. Et elle n'arrêtait pas de me dire que les Américains étaient méchants. Selon elle, ils veulent tous détruire la Russie et tout ce qui est russe. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire « Babouchka, tu sais que ton petit-fils est américain, non ?» Alors maintenant, arrête de regarder Vladimir Soloviev et éteins la télévision. Actuellement, les propagandistes de la télévision d'État ont deux obsessions. La première, que les États-Unis sont au bord de la faillite. Selon une infirmière, les personnes âgées aux États-Unis meurent de faim et mangent de la nourriture pour chat. Il a trébuché à 2 reprises en montant l'escalier. Vous vous rendez compte? Poutine lui souhaite un prompt rétablissement. La deuxième, que Kamala Harris, même si elle n'est pas encore élue, va bientôt jeter l'éponge. Kamala Harris ne durera qu'un temps. Elle va partir, vous croyez? Elle essaiera de changer, de s'accrocher bec et ongles au pouvoir. Mais elle ne tiendra pas. Ce n'est pas quelqu'un de professionnel. On soupçonne Kamala Harris d'être constamment ivre et sous l'emprise de drogue. Pendant le débat, Kamala Harris portait une oreillette camouflée en boucle d'oreille. Elle devait sans doute être en contact avec Barack Obama, installé quelque part dans une cave en train de boire de la bière en lui dictant tout ce qu'il fallait dire. Dans quelle mesure pensez-vous que la Russie exerce une influence sur cette élection?
Je pense que le gouvernement russe se fiche de savoir si le prochain président sera républicain ou démocrate. En revanche, ce que le Kremlin cherche à tout prix, c'est que les États-Unis se désintègrent. Et la Russie fait tout pour entretenir l'hostilité entre les deux pays. On parle de nos deux voyages. Est-ce que tu as ressenti une potentielle influence de la propagande russe sur le vote des Américains? La plupart des gens sont convaincus que le Kremlin soit une victoire de Donald Trump. Mais qu'est-ce que la Russie aurait vraiment à y gagner? Trump est un homme imprévisible et personne ne sait comment il se comportera s'il est réélu. C'est un mystère. À mon avis, l'objectif de la Russie serait plutôt de provoquer de l'agitation et de semer une sorte de chaos généralisé dans les pays occidentaux. Raconte-moi plutôt comment ça s'est passé avec les électeurs russophones de Trump. En Floride, j'ai eu l'impression d'être de retour au bercail. Ça faisait longtemps que je n'avais plus eu ce sentiment. J'ai rencontré des gens vraiment très sympathiques et chaleureux. Pourtant, la plupart d'entre eux soutiennent Donald Trump et vont voter pour lui. J'ai aussi eu l'impression que les personnes à qui je parlais étaient perdues et n'arrivaient pas à expliquer précisément leur position politique. En tout cas, c'est une communauté qui est fortement influencée par sa propre vision du monde. They're eating the dogs, they're eating the cats. Eat the cat, eat the cat. They're eating the dogs, they're eating the cats. La politique migratoire est aujourd'hui devenue l'un des thèmes centraux de cette campagne électorale. Même les démocrates ont adopté une position plus radicale. En parallèle, depuis 2 ans et demi, de plus en plus de réfugiés russes affluent à la frontière avec le Mexique. Les États-Unis sont confrontés de manière particulière au drame des réfugiés russes. Depuis février 2022, plus de 100 000 personnes originaires de Russie sont entrées illégalement ou semi-légalement aux États-Unis en traversant la frontière mexicaine. Je m'appelle Ksenia et je vis aux États-Unis depuis 2 ans et demi. Je suis photographe. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. Actuellement, je vis dans la ville de Phoenix, en Arizona, que l'on surnomme l'État du Grand Canyon. Mon arrivée a commencé par la phrase « J'ai besoin de l'asile politique ». Le 24 février 2022, nous avons été réveillés par plusieurs explosions. L'armée lançait des missiles depuis notre village vers l'Ukraine. Pour nous, il était impossible de rester en Russie. Mon mari et moi avons fait nos valises en une demi-heure. Nous sommes partis pour Moscou et avons pris l'avion dès le lendemain. Je viens de la région de Belgorod et mon village n'est situé qu'à 2 km de la frontière avec l'Ukraine. Aujourd'hui, il y a la guerre là-bas aussi, tout comme dans de nombreuses régions d'Ukraine. Ce qui m'a le plus choqué, c'est qu'en arrivant à Moscou, tout était comme d'habitude. Absolument rien ne faisait penser à la guerre. C'est pour cette raison que nous avons décidé de poursuivre ce voyage effrayant. Enfin, je dis effrayant, mais rien ne l'est plus que cette guerre.
Disons plutôt que nous avons voulu partir à l'aventure en achetant des billets pour le Mexique. Bien sûr, on avait peur que la situation soit difficile pour nous là-bas. Le mur qui sépare les États-Unis et le Mexique est vraiment impressionnant. Je crois que sa construction a débuté quand Donald Trump était président. En tout cas, il est impossible de passer par-dessus les barrières. On savait qu'il y avait un trou quelque part dans une clôture, mais on a voulu aller aux États-Unis en passant par un poste frontière. On a alors commencé à chercher un véhicule parce qu'il est impossible de traverser la frontière à pied. Et on a fini par acheter une moto qui nous a coûté 900 $. On est arrivé à la frontière plutôt facilement. Un policier nous a ensuite arrêtés et c'est là que je lui ai dit cette phrase « J'ai besoin de l'asile politique ». On nous a ensuite conduits dans un sous-sol. Les policiers nous ont donné un petit tapis de sol et une couverture de survie. Et on est resté là pendant 7 jours. Il y avait une vingtaine de personnes dans une seule pièce et les toilettes se trouvaient derrière une cloison métallique. Pour les nouveaux arrivants, il n'y avait de place qu'à côté de ces toilettes. C'est donc là que je me suis installée. Ils nous ont fait sortir au bout de 6 ou 7 jours et ensuite on a atterri en Louisiane. Moi, je suis restée là-bas, mais mon mari a été emmené dans un fourgon au Mississippi. Pendant toute cette période, on a dû porter des vêtements orange de prisonniers. En Louisiane, on m'a installée dans une cellule conçue pour 70 personnes. Heureusement, nous n'étions qu'une cinquantaine de femmes dont la moitié venait de l'ex-URSS. Certaines étaient originaires d'Ukraine, de Russie, de Biélorussie, et l'autre partie venait d'Amérique latine, principalement de Colombie et du Venezuela. Rien qu'en 2023, 60 000 personnes ont fui la Russie pour les États-Unis, soit l'équivalent d'une ville entière. Mais ce chiffre ne prend pas en compte les gens qui sont arrivés illégalement, en fuyant à travers champs. On a eu beaucoup de chance de n'avoir passé qu'un mois en prison. Certains y restent pendant 6 mois, voire 1 an. Actuellement, on travaille en tant que chauffeur routier. Avec un petit camion, on parcourt tous les États d'Amérique, à l'exception de l'Alaska et de Hawaï. On transporte des marchandises d'un point A à un point B. Nous possédons toujours une maison en Russie, 2 même. Mais depuis que nous avons quitté le pays, nous ignorons dans quel état elle se trouve. Après mon départ, j'ai reçu plusieurs messages de haine, dans lesquels on me comparait à une traîtresse. Pourtant, c'est moi qui ai été trahie. Je n'ai jamais voulu que des gens meurent, ni en Russie, ni en Ukraine, ni ailleurs. Bien sûr, nous avons peur qu'après les élections, les autorités américaines ne durcissent les règles des statuts de résident. En ce qui me concerne, je serais ravie que Kamala Harris soit élue. D'ailleurs, nous avons eu la chance de la voir. Elle faisait campagne à Charlotte, dans l'État de Caroline du Nord, et on venait de livrer des brochures là-bas pour son meeting. Elle dégage vraiment une énergie folle. J'aimerais beaucoup qu'elle devienne présidente. En plus, elle serait la première femme à occuper ce poste. J'ai hâte de voir ce qu'elle fera pour changer le monde.
En tant que Russe, c'est bizarre de ne pas savoir qui va gagner une élection. En tout cas, cette campagne est vraiment passionnante. Entre les deux camps, les divergences d'opinion sont réelles. Et chaque candidat donne le maximum pour convaincre. J'aimerais qu'un jour, ce soit aussi le cas dans notre pays.